Bravo Marwan Mohamed. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de France 24. Vous êtes docteur en sociologie, chargé de recherche au CNRS. Vos travaux portent principalement sur les normes, les déviances, les jeunesses populaires et le racisme. Et puis vous publiez cet ouvrage, C'était pas gagné, de l'échec scolaire au CNRS, histoire d'une remontada. C'est aux éditions du Seuil. L'ouvrage va s'afficher sur vos écrans pour filer la métaphore du foot. Je sais que ce sport, vous le chérissez particulièrement. Vous avez déjoué tous les pronostics. Si on regarde d'ailleurs votre couverture et le bulletin de notes et les appréciations qui y sont inscrites, j'ai essayé de les déchiffrer pour certaines. C'était pas gagné. C'est comme ça que d'ailleurs le dit votre maman, ce parcours. Si on lui pose la question, c'est quand même surprenant d'où Marwan est parti, où est-ce qu'il a atterri. Souvent, elle dit ouais, c'était pas gagné. Donc cette phrase-là, je l'ai entendue souvent la dire, donc je l'ai reprise comme titre du livre. Petit clin d'œil pour cet ouvrage. Donc, vous racontez dans ce livre votre parcours. Je vais le résumer, mais vous allez reprendre la main. C'était un peu compliqué à l'école. Vous utilisez vous-même d'ailleurs l'échec scolaire. Je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça, parce que finalement, vous êtes arrivé là où vous êtes. Mais c'est compliqué. Et puis, au moment du lycée, vous vous arrêtez. Vous passez un diplôme qu'on appelle ici en France le BAFA, qui vous permet en fait d'être animateur. Vous encadrez des enfants. Et puis, des rencontres arrivent, et puis une rencontre aussi en particulier avec un ouvrage, La misère du monde de Pierre Bourdieu. Vous l'évoquez souvent, ce livre, dans cet ouvrage, et là, il y a un déclic. Oui, c'est une série de déclics, c'est une série de rencontres. Moi, je ne crois pas beaucoup à la rencontre providentielle, à ce moment qui fait tout retourner. Certains le vivent comme ça, mais moi, ça a été une succession d'événements qui ont été rendus possibles par plein de gens. À qui je voulais aussi rendre hommage dans ce livre-là, parce qu'on a une tendance à individualiser les parcours, que ce soit des parcours de réussite ou des parcours un petit peu plus compliqués, alors que on s'inscrit dans une société, il y a des gens autour de nous, il y a des institutions autour de nous qui jouent leur rôle, qu'ils soient positifs ou négatifs. Oui, il est parfois maladroit quand même. Le rôle n'est pas toujours positif, mais le rôle il peut être aussi très très positif. Et donc ce que j'ai voulu raconter, c'est à la fois c'était pas gagné, mais en même temps que c'était pas perdu. Et donc oui, moi le BAFA a joué un rôle très important, mais parce que le BAFA, les animateurs qui me le proposent à la maison de quartier, ils me voient glisser. Ils me voient glisser dans les bêtises, ils savent que je suis en échec, je sors sans diplôme, donc j'ai raté mon brevet et mon BEP, où j'ai été orienté. Et ils se disent, ça pourrait le relancer, etc. Donc, ils m'aident à trouver les financements. Il y a des financements, il y a des politiques sociales qui permettent aussi à des jeunes comme moi de pouvoir passer ce BAFA-là. Et puis, dès que je passe ce BAFA, tout de suite, je suis mis en emploi avec des enfants de maternelle, du quartier. Et tout de suite, il y a une espèce de devoir d'exemplarité qui s'impose à moi. Je croise les enfants qui me voient un peu comme une espèce de modèle. C'est Marwan, c'est Marwan. Je vois les parents aussi qui attendent de moi que j'ai un bon comportement. Je m'occupe de leurs enfants. Et mon employeur aussi, qui est dans les parages. Donc ça change quand même pas mal de choses. Et dans mon expérience d'animateur qui dure plusieurs années, je rencontre une amie animatrice qui me parle de l'équivalence de bac. Donc elle me met la graine et je m'inscris. Et puis après, une autre animatrice qui est étudiante en histoire, elle m'aide à apprendre à devenir étudiant parce que je travaillais pas à l'école, au collège, lycée, j'ai jamais travaillé. Du coup, je ne sais pas travailler. Et elle m'apprend à travailler pour avoir des chances à l'équivalence de bac. Et c'est elle qui me tend le livre La misère du monde de Pierre Bourdieu. C'est le seul livre de sociologie, d'analyse qui est à peu près accessible chez Pierre Bourdieu. Et donc, voilà, c'est des entretiens analysés, accessibles. Et moi, d'une part, ça me fait découvrir une science qui est magnifique et je suis heureux d'être sociologue, c'est un métier extraordinaire. Mais en plus, ça m'éclaire sur mon propre parcours. Quelque part, ça me déculpabilise. Et dès que vous déculpabilisez, vous vous sentez moins lourd. Dès que vous vous sentez moins lourd, vous pouvez aller un peu plus loin, un peu plus vite. Il y a aussi un concept qui est développé en sociologie, qui vous concerne, qui en concerne d'autres, s'ils se reconnaissent aussi dans votre parcours, que vous réfutez pas mal, c'est le transfuge de classe. Pourquoi vous réfutez ce terme? Je ne réfute pas. D'ailleurs, on va commencer peut-être par l'expliquer, oui, vous, le sociologue que vous êtes. Le transfuge de classe, c'est quelqu'un qui appartient à des classes, généralement on parle de promotion sociale, donc quelqu'un qui appartient à des classes inférieures, on va dire, qui, à travers des rencontres, ou le diplôme, ou l'école, parvient à avoir une condition sociale bien meilleure que ses propres parents. Et donc, il est en mobilité sociale, et le transfuge, généralement, il quitte son milieu social. Il quitte. Parfois, il pense le trahir, il le met à distance, il peut en avoir honte. Bref, il se met à distance de son milieu social et il appartient à une nouvelle classe sociale. Moi, je ne le réfute pas, ce terme-là. C'est l'histoire de plein de gens. Et il y a plein de gens qui ont aussi dû quitter leur milieu social, pas parce qu'elles le voulaient, mais parce que c'était nécessaire de rompre.
pour plein de choses. Donc moi, je respecte ceux qui se définissent comme transfuges, qui ont ce parcours-là, c'est juste pas mon histoire. C'est pour ça que je dis, ils m'encombrent. C'est pas mon histoire. Moi, mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui aime les siens. Oui. Qui aime son quartier, qui aime sa famille, qui aime son groupe social d'origine, mais qui aujourd'hui... C'est pas incompatible d'aimer les siens, quitter aussi son milieu. Non. Mais ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il ne faut jamais aussi oublier d'où on vient. Ça, c'est une phrase qui est souvent un peu dite comme ça. Ouais, mais en réalité, elle fait écho quand vous l'entendez, ne pas oublier d'où on vient. On peut pas oublier d'où on vient, parce qu'on vient d'où on vient. On peut pas oublier d'où on vient, c'est pas possible. Je veux dire, c'est une phrase que je comprends pas. Donc la question, quand on dit ça, généralement, c'est pour dire ne pas oublier, c'est-à-dire de rendre aussi. Ouais. Donc moi, j'ai besoin de rester près des miens géographiquement. Je vis toujours dans la même ville, mais pas dans la même rue. Parce que, bien sûr, dans le 94, à Villiers-sur-Marne, parce que je suis en mobilité de classe. J'appartiens aux classes moyennes et supérieures aujourd'hui, économiquement parlant, en termes de capital culturel. Donc je suis ça, mais je suis aussi ce que j'étais avant. Et donc, je me suis construit à la fois des espaces et une identité sociale très hybride. Moi, je suis un nomade. Et donc, je fais des allers-retours en RER tous les jours. Nomade ou caméléon? Les deux. J'ai été caméléon, je suis devenu nomade. Ouais. Parce que le caméléon, c'est autre chose. C'était une autre période. Et je pense que c'est important de dire que c'est pas nécessaire de rompre. C'est pas forcément mieux. Et puis, c'est bien de réinvestir. Et aujourd'hui, en fait, il y a la notion de transclasse qui correspond mieux qu'a proposé Chantal Jacquet. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans le secteur associatif, local, dans l'éducation populaire, même parmi des enseignants qui s'investissent dans les quartiers populaires. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette trajectoire-là et qui veulent rester connectées, qui veulent rendre. Et je pense que c'est très important parce qu'ils y mettent du cœur aussi. Alors, comment est-ce que vous définiriez dans le même temps, par rapport, encore une fois, à votre parcours, le déterminisme social que Pierre Bourdieu expose ? Comment alors on les nomme, ces gens qui en même temps les déjouent aussi, ces pronostics, ou en tout cas qu'ils ne reproduisent pas forcément le schéma social de leurs parents, de leurs proches? La reproduction sociale, c'est la norme encore en France. C'est ça. Ça reste la norme. Hein. Pourquoi? Il faut faire attention, parce que la structure des inégalités reste extrêmement solide et notre origine sociale, c'est-à-dire, je veux dire, tout est fait dans le fonctionnement des institutions, notamment de l'école. En tout cas, je ne vais pas dire tout est fait, mais le fonctionnement des institutions fait que les écarts initiaux se réduisent peu. L'école n'arrive pas à réduire nécessairement les inégalités de départ, parfois les renforce. On a parlé d'égalité des chances pourtant longtemps. Oui, mais ça c'est une notion un peu abstraite. L'égalité des chances, c'est quoi avoir une chance, quoi. C'est bien de le définir. Moi j'aime bien parler d'égalité réelle, d'égalité de position, parce qu'on peut mesurer les écarts. L'égalité des chances, on reste dans quelque chose de très abstrait dont on ne peut pas mesurer les effets. Et finalement, l'égalité des chances, ça va très bien avec le discours méritocratique. Et en fait, moi, ce que j'ai essayé d'écrire, c'est quelque chose qui n'est pas méritocratique, qui est plutôt contre-méritocratique en termes de discours. Venons-en à la politique, parce que votre regard de sociologue m'intéresse. On approche des municipales, c'est en mars prochain. Il y a une phrase en particulier que j'ai relevée dans votre livre, elle va s'afficher, mais je vais la lire. Depuis la récupération et l'affaiblissement par le PS et SOS Racisme de la dynamique politique de la marche pour l'égalité contre le racisme, de nombreux militants de l'immigration et des quartiers populaires ont développé un puissant flair politique qui leur permet de sentir de très loin cette odeur du paternalisme et de la trahison. Quel lien vous faites aujourd'hui entre la politique et les quartiers? Souvent, on entend ce discours qui dit, cette petite musique qui dit, voilà, en fait, on s'intéresse à nous en période électorale. On envoie des militants tractés, etc. Mais finalement, on n'est pas représentés. On vient nous chercher quand on a besoin de nous. C'est toujours ça, la réalité du... Non, ça change. Ça change, et ça change très très vite. On est passé d'un modèle très paternaliste dans les années 80 où si on laissait une petite place à une figure issue des quartiers populaires ou issue de l'immigration dans un conseil municipal, souvent cantonné à des postes bien précis de la jeunesse, les sports ou la politique de vie qui sont très très bien. Moi j'aime beaucoup ces postes-là, mais c'est vraiment le cantonnement qui posait problème. Les gens étaient assez contents à l'échelle locale, mais les populations n'étaient pas représentées. Une partie de la population, notamment des quartiers populaires, n'était pas représentée, y compris au sein de la gauche. Et donc la gauche a perdu énormément de bastions, parce qu'elle a été complètement incapable de remettre en question cette lecture paternalisme et des fois néocoloniale dans le rapport aux habitants des classes populaires. Donc beaucoup se sont montés de manière autonome, ont monté leur propre liste, ou bien certains ont fait alliance avec la droite qui a bien compris
qu'il y avait une aspiration légitime à être représenté politiquement, et du coup qui a ouvert davantage dans certaines villes ses portes que la gauche. Aujourd'hui, on est dans une autre situation parce qu'on n'a jamais eu autant d'élus, jamais eu autant de candidats, et jamais eu autant de maires issus des quartiers populaires ou issus de l'immigration. Donc le rapport de force est en train de changer. Mais ce rapport de force, il est en train de changer. Si ça s'ouvre, s'il y a de nouvelles alliances, si les gens sont un peu mieux représentés, c'est parce que les gens se sont battus et se sont pas laissés faire. Donc moi, ce que je raconte, c'est quelque chose qui est passé. Je suis pas engagé, moi, politiquement. À l'échelle locale, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de m'engager, même si je soutiens un candidat dans ma ville qui se reconnaîtra. Mais moi, j'ai pas envie de m'engager. Comment ? On n'est pas venu vous chercher un profil comme vous? Plein de fois. Et pas seulement à l'échelon local. C'est pas ce qui me plaît. C'est pas ce qui m'intéresse. Plutôt à gauche, okay. Mais une fois à droite. Mais plutôt à gauche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a différentes manières de faire de la politique dans le sens noble du terme. Ce qui m'intéresse, moi, en termes d'engagement, c'est de faire vivre la sociologie partout dans la société, que ce soit auprès des professionnels, des élus, des citoyens, des détenus, des enfants, des jeunes et des moins jeunes. Et je renvoie à votre livre « C'était pas gagné », Marwan Mohamed, de l'échec scolaire au CNRS, histoire d'une remontada. Si vous aimez le foot, lisez-le parce que vous liez les deux. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de France 24. Merci pour l'invitation. Restez avec nous sur France 24.